Alors déjà, bonjour à vous toutes et tous. Je suis ravi d'être là. Je prends juste une minute pour remercier moi aussi toutes les personnes impliquées dans l'organisation et la réalisation de cette conférence de consensus. Je suis très admiratif du travail réalisé, de ce qu'il vous reste à faire, parce que j'ai bien compris que ça se prolonge. Même si je commence à questionner certains choix des organisateurs et organisatrices, notamment le fait de programmer aujourd'hui, en fin d'après-midi, un non-francophone. Surtout, sachant que, c'est ce qu'on m'a dit, que mon accent a tendance à être plus fort en situation de stress. Merci. Mais ma montre me l'a rappelé. Niveau de stress élevé, faites un exercice de respiration. Mais bon, malgré tout ça, je suis vraiment ravi d'être là avec vous pour discuter, vous présenter quelques éléments et discuter avec vous de cette thématique qui m'intéresse profondément, qui est celle de l'implication des élèves dans le processus d'évaluation. Une thématique que je vais aborder en insistant sur l'idée d'un partage possible de la responsabilité de ces processus-là entre les enseignants et les élèves. Avec l'idée donc de concevoir un partenariat, une collaboration entre ces deux acteurs de l'évaluation, ce qui revient aussi à revoir quelque part le rôle qu'on donne à l'élève dans les processus d'évaluation. Un rôle qui est traditionnellement plutôt passif, donc l'élève est un consommateur d'une évaluation qui est prévue et mise en place par l'enseignant. Et là, le but, c'est vraiment de le rendre beaucoup plus actif, avec l'hypothèse que faisant cela, il va apprendre des choses. Donc on part de cette idée-là, tout en précisant que ce n'est pas parce qu'on va impliquer l'élève dans le processus d'évaluation que ça signifie que ça sera sa responsabilité à charge entière. Mais que, il ne s'agit donc pour l'élève de contrôler toutes les démarches d'évaluation dans ce processus-là qui vont de la définition de l'objet évalué jusqu'à la prise de décision, mais que ça peut concerner seulement certaines composantes ou que ça peut se faire d'une manière progressive en fonction des objectifs visés. Alors, je fais juste une précision avant de continuer. Je vais aborder cette question-là en lien donc avec l'évaluation formative. Je vous ai mis là, ça a déjà été évoqué, il y a une pluralité de concepts, et moi, donc, je vais faire des liens aussi avec des propositions dans la littérature en lien avec l'évaluation formatrice, ou dans la littérature anglophone, tout ce qui touche à l'assessment for learning et l'assessment as learning. Je ne vais pas développer les différentes nuances qu'il pourrait y avoir là derrière, mais je voulais juste insister sur ce regard plutôt formatif, sachant que dans certaines recherches, on va associer l'implication dans l'évaluation des élèves aussi à l'évaluation sommative. Mais moi, je mets ça un peu de côté. Je vais revenir seulement par petits moments, et puis notamment pour insister sur les limites et les possibles difficultés associées à le penser de cette manière-là. Alors, je vais commencer par vous montrer, partager avec vous quelques difficultés, quelques limites. Donc, je commence par ça. Ou plutôt des préoccupations relevées par la recherche concernant cette implication des élèves dans les processus d'évaluation. Ce qu'il y a dans les études assez marqué, autant du côté des élèves que du côté des enseignants, vous le verrez tout à l'heure, c'est qu'on va insister, en tout cas il y a des élèves qui vont se prononcer pour dire qu'ils ne se sont pas capables vraiment d'entrer dans cette démarche-là. Ils sont peu ou pas de confiance en eux-mêmes pour évaluer leur propre travail ou le travail d'un père. Et ils vont se sentir même mal à l'aise, d'un point de vue relationnel parfois, d'entrer à jouer ce rôle-là. Et puis finalement, ils vont aussi dire que pourquoi est-ce que je dois faire ça ?
Pourquoi m'impliquer dans ces processus? Pourquoi c'est à moi, alors que moi je considère que c'est mon enseignant qui doit les faire et que finalement c'est lui ou elle la seule personne vraiment compétente pour les faire. Et on va observer aussi dans certaines études des phénomènes de surévaluation ou de sous-évaluation liés parfois aussi à certaines dimensions affectives ou sociales. Donc il y a des rapports avec les relations d'amitié entre les élèves, par exemple. Puis, du côté des enseignants, on va retrouver également des préoccupations concernant les compétences des élèves à évaluer. Donc des enseignants vont signaler un manque d'expérience de la part des élèves, donc des connaissances sur les objets qui sont évalués, mais aussi des compétences en matière d'évaluation. Et ils vont mettre en avant également, on va évidencier dans certaines études, une difficulté pour certains enseignants, en tout cas, justement à dévoluer une partie de cette responsabilité, associée parfois à une crainte de perdre le contrôle plutôt de la gestion de la classe, par exemple, et en tout cas à revoir cette relation évaluative avec l'élève. Alors, ouais. Donc, par la suite, je vais surtout essayer de vous montrer, en structurant ma présentation à partir des 3 modalités reconnues dans la littérature dans l'application des élèves, à savoir l'auto-évaluation, l'évaluation par les pairs et la coévaluation, quelques résultats de recherche et quelques réflexions sur justement comment faire face à ces difficultés, ces préoccupations-là. Alors, je commence donc par l'auto-évaluation, dans laquelle l'élève va évaluer son propre travail, sachant que là, le travail, c'est large et ça pourrait se référer à une production finale ou au processus qui permet d'arriver à ce produit-là. Et ce qu'on voit dans différentes études comme étant des effets positifs de la participation des élèves dans des démarches d'auto-évaluation, ça tient principalement à 2 éléments. D'un côté, ce qu'on a mis en évidence, c'est une amélioration des résultats scolaires, qui s'est fait typiquement dans le cas de l'étude que je vous présente ici, à travers des épreuves qui se réalisent après que l'élève ait participé à des démarches d'auto-évaluation et qui montrent typiquement dans des designs expérimentaux une comparaison entre un contrôle et un groupe expérimental et qui permet de voir à travers ces épreuves-là que les élèves, je n'aime pas ce mot, mais c'est comme ça que c'est présenté dans ce type d'études, performent mieux à ces épreuves-là. Et puis un deuxième élément qui, de mon point de vue, est encore plus parlant, c'est que la participation des élèves à des démarches d'auto-évaluation favorise le développement des capacités d'autorégulation, donc des capacités de l'élève à être de plus en plus autonome, de planifier son activité, d'envisager et mettre en œuvre des stratégies pour arriver à un objectif et de réguler son activité aussi pour atteindre l'objectif. C'est à peu près ce qu'on sait par rapport à la recherche comme étant bénéfique du côté de l'auto-évaluation, sachant qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui manquent pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'élève, comme on disait ce matin. Donc, quels sont les mécanismes cognitifs et affectifs qui entrent en jeu et qui font que, par exemple, une information, un feedback permet à l'élève de s'améliorer. Sur ça, il y a du travail à faire encore pour les préciser davantage. Pourtant, dans la recherche, ce qu'on va retrouver également, c'est des pistes de travail pour passer de ces évidences sur qu'est-ce qui favorise l'auto-évaluation vers qu'est-ce qu'on peut faire finalement en situation réelle des classes. Et on va insister dans ce type d'études notamment sur l'importance de soutenir les élèves dans ce type de démarches-là. Et si on remonte encore un peu, pour les formateurs des enseignants, il y a un travail à faire aussi pour soutenir déjà les enseignants, mieux les former pour qu'ils puissent mettre en œuvre d'une manière réfléchie et fondée ce type de démarche en classe. Et pour ça, on va s'appuyer notamment sur certains éléments qui apparaissent comme étant essentiels dans ce type de travail-là. C'est ces 3 points que je souhaite développer avec vous. Le premier, ça a déjà été évoqué dans d'autres interventions aujourd'hui, c'est le travail fort à réaliser avec les élèves du côté des critères d'évaluation pour les définir
clarifier les attentes, les rendre explicites pour les élèves. Et dans des situations d'auto-évaluation, on va donner aussi l'occasion aux élèves d'utiliser ces critères-là pour juger à leur tour des productions et mieux comprendre donc ces critères-là. Le deuxième point est en lien aussi avec un élément qui a beaucoup été évoqué dans ces 2 jours, qui est celui du feedback, qui reste un élément essentiel, mais là, il faut encore insister sur le fait que, même si l'élève, en principe, il est face à lui-même, l'accompagnement de l'enseignant reste essentiel, et donc il y a une grande importance à accorder à fournir un feedback à l'élève suite à son auto-évaluation, et puis lui proposer également des pistes qu'il pourrait utiliser pour continuer à progresser, pour s'améliorer. Même, et c'est le 3e point, de vraiment prévoir des moments et des temps précis pour que l'élève puisse utiliser ce feedback-là, en faire quelque chose pour améliorer concrètement son travail, la production qui a été évaluée. Deuxième modalité, c'est l'évaluation par les pairs. Donc, dans l'évaluation par les pairs, il y a par définition, 2 ou plusieurs élèves qui vont évaluer, là encore, une production finale ou les processus de réalisation de ces produits. Ce qui est intéressant et qui ressort déjà d'une certaine manière en lien avec l'auto-évaluation, mais beaucoup plus marqué avec l'évaluation par les pairs, c'est que c'est un concept chapeau quelque part. Donc c'est un concept qui englobe une série, un ensemble de pratiques assez diverses. Et ça se comprend parce qu'il y a différents facteurs qui peuvent varier dans différentes situations et qui font que la situation, la démarche d'évaluation par les pairs peut aussi être très différente d'un cas à l'autre et donc avoir des effets différents sur les apprentissages des élèves. On va prendre quelques exemples. Je n'ai pas le temps de développer tous les facteurs, mais sachant qu'il y a des auteurs, je pense à Topping notamment, qui ont défini plus d'une quinzaine de facteurs qui pourraient entrer en jeu. Mais là, moi, je m'intéresse particulièrement à ces éléments-là. Un premier, ce serait de considérer la quantité, le nombre d'élèves concernés, puisqu'il pourrait s'agir d'une situation dans laquelle un élève évalue un autre élève. Mais il pourrait aussi s'agir d'une situation dans laquelle un groupe d'élèves évalue un autre groupe d'élèves. Et là, les dynamiques pourraient être complètement différentes. Il y aurait aussi à considérer la direction de la relation évaluative. C'est-à-dire, est-ce que cet élève A va évaluer l'élève B et on s'arrête à ça, et donc on est dans une relation, dans une direction unilatérale, ou on considère que c'est plus intéressant de faire ça d'une manière mutuelle, réciproque. Et donc, chaque élève va jouer le rôle d'évaluateur et le rôle d'évalué. Et donc, d'imaginer qu'est-ce qu'on vise en choisissant ce type de précision par rapport au dispositif, à la démarche proposée aux élèves. Alors là encore, pour la recherche, il y a un travail à faire pour confirmer les bénéfices en matière d'apprentissage sur lesquels je vais revenir tout à l'heure, en lien justement avec le fait qu'il existe cette diversité de pratiques qui ne permet pas forcément d'arriver à des résultats et à un consensus sur, c'est surtout ça, ce qu'on peut avancer quand on propose aux élèves une évaluation par les pairs. Pourtant, dans les études et dans des revues de la littérature, il y a certains éléments qui ressortent. J'ai pris 2 qui me paraissent particulièrement parlants. La première est celle réalisée par Panadero. Vous voyez, mon idée, c'était aussi de vous montrer des études, des revues qui portent sur des études réalisées à l'école. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de la recherche qui s'est faite sur l'évaluation par les pairs et sur l'auto-évaluation d'ailleurs, c'est une recherche déjà anglophone et puis au niveau tertiaire, donc à l'université. Il y a beaucoup moins en contexte scolaire. Donc ici, on retrouve des éléments intéressants à garder pour notre réflexion. Donc Panadero, il va signaler notamment que parfois, ce qu'on voit dans certaines études, c'est que lorsqu'il y a
ce qu'il appelle des approches superficielles, notamment lorsqu'il y a un composant de notation. Donc, on demande à un élève de noter un autre élève, sans d'autres précisions, sans qu'il y ait feedback notamment. Ce type de pratique ne serait favorable aux apprentissages et serait même au détriment des rapports déjà sociaux entre les élèves. Alors que, si on vise plutôt un usage formatif, on devrait s'intéresser notamment à comment gérer et proposer des interactions sociales aux élèves qui seraient constructives et donc comment les accompagner dans ces processus-là, y compris pour les apprendre à fournir et à recevoir des feedbacks précis associés à des contenus précis. La deuxième revue, qui est celle des toppings, revient aussi sur ces aspects essentiels liés au feedback, mais insiste également sur des effets qu'on retrouve en lien donc avec la participation des élèves aux démarches d'évaluation par les pairs, où l'on voit un développement des capacités de régulation, des régulations socialement partagées d'abord, mais qu'ensuite vont permettre aussi aux élèves de s'autoréguler. D'autres compétences en lien avec la capacité à évaluer, donc la capacité à poser un regard critique sur la production évaluée, typiquement. Et d'autres compétences transversales en lien avec le fait qu'ils peuvent interagir entre eux et donc apprendre à collaborer vers un objectif commun ou à communiquer je reviens sur les feedbacks, pour pouvoir donner un retour qui serait constructif et bienveillant à des pairs. Parmi les éléments que j'ai montrés sur les particularités qu'il peut y avoir dans les différents dispositifs, il y aurait aussi, par exemple, la question de l'outillage de la démarche. Et je souhaite vous illustrer ça en vous partageant un exemple, si j'arrive à faire passer la diapositive. Un exemple qui vient d'une recherche qu'on mène actuellement avec des collègues à la HPVO, que je salue d'ailleurs, je pense qu'elles nous suivent à distance. Je n'ai pas le temps de donner toutes les indications sur ce projet-là, mais c'est une recherche-formation qui porte sur l'enseignement et l'évaluation de l'anglais au primaire. Et parmi les éléments qu'on a travaillés, il y avait la question de l'évaluation et notamment de l'implication de l'élève. Les enseignants avaient donc des moments de formation et ensuite devaient mettre en pratique des dispositifs de cet ordre-là, à partir d'outils qu'ils ont choisis, comme celui-ci. Et bien qu'on ait fait un travail autour de, par exemple, tout ce qui est de l'ordre, de la définition des critères, etc., sans entrer là dans les détails non plus de tout ce qui implique cette grille et l'utilisation de cette grille-là, je pense que vous voyez assez facilement la quantité d'informations qu'il y a à l'intérieur, qui est de l'ordre de la définition, de la formulation de ces critères associés à des manières de les apprécier, qui passent par des symboles qu'il faudra décoder d'une certaine manière, travailler avec les élèves. En plus, vise l'idée de se donner des commentaires entre les élèves, ce qui devient vraiment une opération complexe, notamment pour des élèves en 7e primaire, donc 10-11 ans, qui doivent évaluer la production orale d'un pair, la production d'un texte oral court en anglais. Et donc, l'utilisation d'un outil comme celui-ci pourrait s'avérer vraiment problématique à ce moment-là, parce que ça implique beaucoup de processus cognitifs de la part de l'élève à gérer, en plus des éléments sociaux. Ce qui contraste avec le choix d'autres enseignants d'utiliser des outils un peu plus simples, si on peut le dire comme ça, et donc de se concentrer, par exemple, pour une situation sur un seul critère, et au moins ça diminue déjà la charge cognitive, et ça pourrait permettre aux élèves d'entrer plus facilement dans la démarche et en profiter. Alors là aussi, je fais une petite parenthèse, petit moment d'auto-évaluation de ma part pour être cohérent avec moi-même. Là, clairement, il y a eu un rôle que nous, en tant qu'informateurs, on a joué et qui fait qu'on les a laissés peut-être trop libres par rapport à ces choix-là, alors qu'on aurait peut-être dû être plus guidant dans ces choix-là
pour que la démarche se déroule d'une meilleure manière en classe, même si ça a provoqué quelques effets positifs. Mais tout ça pour revenir encore sur cette idée de il faut accompagner davantage les enseignants pour qu'ils puissent aussi accompagner à leur tour leurs élèves. Et donc, dans la recherche, ce qu'on va retrouver également, c'est quelques recommandations ou quelques précisions sur des conditions qui seraient nécessaires à mettre en place en classe avec ces élèves pour développer ou accompagner les élèves dans le développement de ces compétences d'évaluation. Typiquement, c'est des choses que j'ai déjà évoquées en lien avec l'auto-évaluation, ce travail sur les critères d'évaluation, l'importance donc de l'accompagnement de l'enseignant, y compris pour donner des rétroactions, une utilisation, on fait recours aussi à des modèles ou d'exemples. Si je reviens à l'illustration tout à l'heure de la recherche-formation, c'est typiquement des situations où une enseignante a décidé de produire elle-même un texte oral et puis modéliser d'une certaine manière comment les élèves pourraient évaluer cette production-là. Et puis d'insister aussi sur une pratique régulière qui permettrait aux élèves de se familiariser avec ce type de démarche. En plus de ça, et donc plus en lien avec les outils que j'ai montrés tout à l'heure, il y a toute la recherche, elle va insister également sur la nécessité de définir au mieux les buts de la démarche, donc de se poser en amont la question, est-ce que ça vaut la peine de proposer à un élève ou à des élèves ce type de démarche-là? Et si la réponse est oui, faire des choix fondés en fonction des contenus qui sont travaillés, en fonction des tâches d'apprentissage qui sont proposées, mais aussi de la tâche d'évaluation qui sera proposée aux élèves, et en fonction du contexte de la classe notamment. Ce qui va faire qu'on va se poser des questions en amont pour l'organisation de la démarche, en lien avec la quantité d'élèves, les rôles à jouer par chacun, chacune, la difficulté des tâches proposées, etc. Et puisqu'il me reste juste 1 minute et une modalité à aborder, je vais essayer de raccourcir en revenant sur la définition rapidement de la coévaluation traditionnellement définie comme la confrontation entre l'auto-évaluation de l'élève et l'évaluation de l'enseignant. Sachant que dans la recherche, notamment anglophone, on va s'intéresser à cette modalité-là d'un point de vue sommatif pour comparer, établir des corrélations entre les notes produites par les élèves et les notes produites par les enseignants, mais qu'il manque des études ou des travaux dans une perspective formative pour insister davantage sur ces dialogues possibles entre l'enseignant et les élèves pour identifier les capacités qui existent déjà, les difficultés qui se présentent et les moyens de les surmonter. Dans ma propre compréhension de la coévaluation, je vais insister notamment donc sur une compréhension plus large de cette idée-là, considérant que l'enseignant doit être là, présent, finalement dans toutes les modalités d'implication des élèves. Et donc, il y aurait de la coévaluation, même dans des situations d'auto-évaluation et d'évaluation par les pairs. Et que c'est à ce moment-là qu'il serait possible d'entrer dans ces dialogues sur, oui, les résultats, pourquoi pas, mais de remonter de nouveau sur aussi quels sont les critères d'évaluation, les objets évalués, les rôles joués, etc. Donc, tous les processus d'évaluation dans son ensemble. Dernier élément, en lien en plus avec la manière dont j'ai approché aussi cette dimension collaborative de l'évaluation, pour dire que je me suis intéressé particulièrement à comment cette dimension collaborative pourrait se voir dans des démarches d'évaluation qui sont associées à des travaux des groupes. Et donc, on demande aux élèves et on les accompagne dans ce processus de travailler ensemble, et puis on le prolonge aussi dans des situations dans lesquelles on demande de leur part de réaliser une évaluation concertée, partagée. Et ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait des dynamiques d'interaction assez diverses, certains propices aux apprentissages. Et ça vient confirmer aussi la possibilité pour les élèves de développer ces capacités d'autorégulation pour soi-même et puis aussi de régulation du groupe, du point de vue des contenus travaillés, ainsi que certains éléments plus de l'ordre des dimensions sociales. Ça va? Bon. Merci à vous.
Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons donc avoir les questions du jury. Bonjour. Alors, on va continuer dans la partie conférence peut-être un peu plus humoristique. Donc, après les difficultés de langue, nous allons avoir la membre du jury à fun, qui est beaucoup moins fun qu'hier, puisqu'on l'entend. Donc, merci beaucoup pour ce propos et puis pour votre note. Nous, on avait relevé deux questions, en tout cas, qui nous semblent importantes. Alors, vous avez répondu en grande partie à une chose, mais peut-être que vous pourriez développer plus. Donc, la première, à propos des modalités d'implication des élèves, pouvez-vous nous préciser en quoi la recherche a pu démontrer que rendre l'élève acteur dans le processus d'évaluation lui permet de mieux réussir dans ses apprentissages? Donc voilà, donc vraiment ce lien-là. Et la deuxième, vous l'avez amorcé dès l'introduction en parlant de cette responsabilité de l'élève dans l'évaluation. Nous, la question qu'on s'est posée, c'est les élèves sont-ils réellement en mesure de partager la responsabilité d'évaluation, donc du côté des élèves, et du coup, de manière inhérente, à quelles conditions et quel rôle de l'enseignant qui, lui, est un professionnel. Donc la question du statut, en fait. Voilà. Merci. En 4 minutes, si c'est possible. OK. Le micro. Du côté de la recherche, alors, j'ai essayé déjà d'insister dans ma présentation, mais effectivement, je pourrais rajouter que, si on lien aussi avec les revues réalisées, ce qui est mis en avant, c'est qu'il y a des choses qu'on sait, donc typiquement en lien avec ce développement des compétences d'autorégulation ou l'amélioration des résultats scolaires. Et surtout, il y a des choses qu'on sait qu'on ne sait pas. Et si on lien effectivement avec ce lien entre la participation à ce type de démarches-là et les apprentissages des élèves. Mais tout en sachant que déjà définir ce qui est l'apprentissage et puis le définir d'une manière opérationnelle et puis aller voir quels sont les rapports, c'est une tâche très complexe. Il n'y a pas vraiment, à ma connaissance, des gens qui se sont lancés dans cette direction-là. Pour l'instant, je ne prévois pas non plus de le faire, franchement, parce que je trouve que c'est trop compliqué. Mais moi, je pense que quand même, c'est quelques formulations sur le lien avec les processus d'autorégulation qui participent quand même, qui font partie donc, dans ma compréhension des processus d'apprentissage, plus tout ce qu'on pourrait mettre en œuvre du côté de la formation des enseignants, ça permet de voir quelques pistes pour la recherche aussi, dans la recherche future. Ça d'un côté. Et puis concernant le partage de la responsabilité, je pense que je l'ai évoqué aussi d'une certaine manière, mais je voudrais également rajouter le fait qu'il faut partir du principe que l'élève, ce n'est pas son rôle en soi, mais qu'il a un intérêt à l'impliquer, mais donc il faut assumer, partir de l'idée que l'élève ne sait pas évaluer, mais qu'il est capable de les faire avec un accompagnement, qu'il est capable d'apprendre à évaluer, et que son but, ce sera non plus de le faire au même titre que le fait l'enseignant. Donc on ne vise pas à proposer à l'élève, je vous avoue que j'ai des problèmes avec cette expression-là, donc je vais profiter de proposer à l'élève de jouer au petit maître. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est de lui proposer des modes de s'impliquer dans ces processus-là pour qu'il puisse apprendre certaines choses. 4 minutes. C'est absolument parfait. Est-ce que j'ai interprété votre geste? Vous avez une autre question ou non? Vous avez bien posé vos 2 questions. Ok, magnifique. Donc voilà, on est pile poil dans les temps, donc merci beaucoup.